Maëlie, est-ce que tu as du thé? J'ai toujours du thé. Est-ce que tu as un plaid? On est en bonne condition pour lire. Est-ce que tu as tout ce qu'il faut aussi? J'ai tout ce qu'il faut et on a même des bouquins pour ce premier épisode de Plaid tes bouquins. Elle est à fond. C'est ça, ouais. Si des gens nous écoutent, bonjour et bienvenue dans notre premier épisode. Et on est bien content que vous soyez là. Grave. Maëlie, qu'est-ce qu'on lit cette semaine? Alors cette semaine, du coup, comme c'est une première, on a décidé de lire un même bouquin. Le plan initial, c'était de prendre un bouquin qu'on avait déjà lu et on s'est rendu compte qu'aucune de nous deux l'avait lu. Donc on a lu le bouquin ensemble. Dans une espèce de honte de « Oh mon Dieu, on n'a pas lu ce classique ». Voilà. Nous sommes donc partis sur Tadam, pas adapté du tout au cinéma, Orgueil et préjugés. Tada! Une œuvre d'art sans limite. Absolument. Est-ce que tu veux commencer peut-être par nous parler un petit peu du contexte dans lequel il a été écrit? Ou tu veux que je démarre par nous raconter un peu de quoi ça parle? Bah, je peux parler un petit peu du contexte. C'est un livre qui a été écrit par Jane Austen. Donc ça a été écrit en Angleterre et contrairement un petit peu à l'image qu'on en a, c'est-à-dire un livre qui aurait été écrit dans l'époque victorienne, donc de la reine Victoria, en fait ça a été écrit avant. Ça a été écrit pendant la période napoléonienne. Oh, y a eu. De Napoléon. De Napoléon, c'est ça, mais en Angleterre. Même si globalement le contexte européen est quand même voilà, on n'a pas une mutation incroyable entre l'Angleterre et la France. C'est un livre qui décrit assez bien les conditions de vie et la manière d'être de l'époque, en fait, qui décrit assez bien la société d'époque et tout en voulant en dénoncer un petit peu certains travers, en fait, qui a le chic de nous mettre dedans et de nous laisser nous y prendre, en fait, à cette manière d'être, à ces commérages, c'est un petit bonbon. Oui, je pense que c'est une très bonne description. C'est un petit bonbon. C'est un bouquin qui, quand il est sorti, alors déjà il n'a pas été publié tout de suite, il n'a pas été publié sous son nom dans un premier temps parce que c'était pas, alors même si écrivain c'était un métier qui était accepté pour une femme, mais c'était quand même pas non plus évident de travailler en tant que femme. Ça n'a pas été publié sous son nom en premier temps. Finalement, le lisant en famille, elle l'a représenté à la maison d'édition et ça a été publié en 1813. Voilà. Donc, on en situe un petit peu le contexte en général autour de 1813, mais c'est un bouquin qui a été écrit dans les années 1750. 1700, oh la vache, c'est compliqué, hein. 1790. 90, ouais d'accord, donc il y a quand même eu une bonne période entre les deux, quoi. Une bonne période entre les deux, et pas des moindres, puisqu'on était sur la fin du règne du roi de l'époque, Georges des Poussières. Un Georges. Un Georges, c'est ça. On était sur un moment où il y avait une remise en question de l'esclavage, où il y avait quelque chose qui se jouait autour de la colonisation, où il y avait le début des guerres napoléoniennes, et en fait c'était une période un petit peu de crise qui se ressentait plus ou moins dans la campagne anglaise dans laquelle se passe le roman. On le voit au travers des milices qui sont décrites. Il y a les militaires qui ont des camps à certains endroits et qui font se pâmer ces jeunes femmes, mais indépendamment de ça, on n'est pas sur une période de crise décrite dans le bouquin. Mais pour autant, voilà, et il faut pas relire le bouquin comme s'il avait été écrit en 1813. En fait, il a été écrit bien avant, il y a beaucoup de choses qui se sont passées en ce moment. Dès cette époque-là, ça a été un succès. Ce qui montre aussi que justement cette manière-là de dénoncer ces travers, et ben en fait ça faisait pleinement partie de la société de l'époque. Il y avait un petit peu cette ambivalence-là. D'accord, ouais, je comprends. Peut-être que tu peux nous parler de ce qui est abordé, du coup. Oui, tout à fait. Avec plaisir. Ok, donc Pride and Prejudice, Orgueil et préjugés en français, avec comme titre original First Impressions, donc premières impressions, et j'ai l'impression que c'est un titre qui était peut-être à la limite plus pertinent encore. Complètement. Et en plus, c'était son premier bouquin. Cool. Franchement, pour une première fois, c'est impressionnant. À 21 ans. Nice. Jane Austen, quelle femme quand même. Grave. Et donc, une bonne partie de l'intrigue repose sur cette notion de premières impressions, c'est-à-dire de simplement les jugements qu'on va porter sur les gens au premier abord, même quand on pense qu'on n'est pas soi-même une personne susceptible de juger les autres, ou de les juger de manière incorrecte en tout cas. Comme Elizabeth Bennet, qui est l'héroïne qui se targue un petit peu, on voit qu'elle a cette impression d'elle-même d'être un juge de caractère assez précis, assez fin, et puis bien sûr, elle se plante dans les grandes largeurs. Oups. Bon.
Mais sinon, il n'y a pas d'histoire, donc voilà. Oui, c'est ça, mais l'idée de vouloir être juste, de vouloir être affiné, de pas surjuger les gens, mais du coup de les juger finement. C'est ça, exactement, et bon, elle se plante quand même. Après, on va pas se mentir, dans le livre, il y a des moments où les gens disent des choses comme on voit à la manière dont il sourit que c'est quelqu'un de moral. Pardon. Donc pour un lecteur moderne, ça surprend ce genre de truc, mais apparemment c'était des éléments de déterminisme des personnes qui étaient valables. Mais tu déconnes, mais il y a eu des vraies catégorisations sur les tout débuts de la psychologie et tout, genre ton caractère est ancré sur ton visage. Et il y a encore des gens maintenant qui pensent que c'est une réalité, qui pensent qu'au fond, on voit sur ton visage t'es un mec bien. C'est vrai, les criminels, ils ont tous une tête de criminel en général. D'ailleurs, on l'a remarqué, hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas de procès, c'est juste à la photo. Bah c'est ça. Mais il est pas si daté ce bouquin sur certains points comme ça. Ouais, tout à fait. Et donc, ce qui va se passer, on a la famille Bennett qui est au centre de l'intrigue. Et, la famille Bennett a 5 filles. On va surtout se concentrer sur les 2 aînées, Elizabeth et Jane. Alors Elizabeth, souvent on l'appelle Lizzie, donc moi aussi je vais volontiers l'appeler Lizzie. Jane est l'aînée aînée, Elizabeth est la juste plus jeune. Et alors que ces 5 filles ne sont pas mariées, et donc leurs âges vont de à peu près 15 ans à 22-23, voilà que chez leurs voisins va débarquer un couple de célibataires hautement désirables en termes de mariage. Et pourquoi ? Et pourquoi ? Eh bien, parce qu'ils sont incroyablement riches. Ils ont de la thune. Ils ont énormément de thunes. Donc quand je dis un couple, les 2 mecs sont pas ensemble, hein. Enfin peut-être, mais voilà, c'est jamais mentionné par Jane Austen. Il y a une sorte de duo, ouais, il y a une sorte de duo ils sont très complémentaires, il y en a un sur le papier, il est très avenant, l'autre il est odieux mais il est pété de fric, et ils se supportent plutôt bien, en fait. Ah ouais, ils sont amis proches, alors qu'ils ont pas l'air, enfin, j'ai l'impression que dans la vraie vie, 2 personnes comme ça s'entendraient pas plus que ça, mais si, en fait, dans les faits, ça marche. Et ils sont complémentaires. Après, faut savoir, du coup, sur cette époque-là, c'était très très important le mariage et la richesse du mari, puisque finalement les femmes en elles-mêmes n'héritaient de que dalle. S'il y avait une loi à cette époque-là qui faisait que s'il n'y avait que des descendants, qu'une descendance féminine, l'héritage parental revenait au cousin masculin le plus proche, au parent masculin le plus proche. Oui, ce qui va d'ailleurs jouer un rôle dans l'histoire. Donc on a Monsieur Bingley qui est, moi je le visualise un peu comme un Golden Retriever. Si un Golden Retriever pouvait être riche et danser, eh ben ce serait Monsieur Bingley. J'adore l'image. Qui est charmant, il est beau, il est souriant, il est poli avec tout le monde, il est adorable, il est enthousiaste vis-à-vis de tout. C'est un Golden Retriever, voilà. C'est bon, j'ai. Et en argent d'aujourd'hui, Monsieur Bingley gagne à peu près 350 000 balles par an, ce qui est non négligeable. Ce qui est non négligeable. C'est valable en rapport qualité de vie aussi ? C'est-à-dire que, enfin, par rapport au coût de la vie de l'époque, ça se rapporte à peu près à 350 000 € maintenant ? Ouais, c'est ça, je l'ai converti en compensant pour l'inflation. Oh la vache. Donc le coût de la vie aussi est compensé par l'inflation, donc je pense que dans les faits, on est sur quelque chose d'à peu près cohérent. Donc voilà. Propre. C'est le flouze. Ça permet d'avoir un endroit où dormir. C'est ça, exactement. Un toit au-dessus de ta tête. Son meilleur ami, c'est Monsieur Darcy. Alors je connais les prénoms de personne, puisque personne n'utilise les prénoms. Donc je vais les appeler Bingley et Darcy, mais c'est pas leur prénom. En fait, on utilise les prénoms, mais que pour les filles. Oui, comme elles les utilisent entre elles, mais elles appellent personne d'autre par leur prénom. Et donc on a Monsieur Darcy, qui est plus grand, qui est... je crois que ténébreux est un mot qui lui correspond bien. C'est-à-dire qu'il tire la gueule constamment. C'est pas un compliment ténébreux. Ouais, non, il parle pas, il aime pas danser, il aime pas une quelconque activité sociable. Il tire la tronche, comme je l'ai dit. Par contre, il a un point très fort, c'est qu'il est encore plus riche. En argent de nos jours, Monsieur Darcy, il se fait à peu près 1 million par an. Un peu moins d'1 million. On sait comment ils gagnent leur vie ? Alors, Monsieur Darcy, c'est essentiellement via des propriétés, des locations qu'il a vis-à-vis de gens. Enfin, il a des locataires, je veux dire. Pratique. Et je pense qu'il mentionne pas de trucs industriels quelconques. Et Bingley, j'ai dans l'oreille que c'est plus lié au travail, effectivement, à l'industrie dans sa famille. Mais j'ai plus vraiment de souvenir exact. Toi, t'as noté un truc précis ? Non, j'ai pas noté d'autres trucs précis, complètement. Mais oui, après, je pensais industrie, effectivement, on arrive vers les révolutions industrielles, mais j'ai pas noté, j'avais noté quelque chose de l'ordre des rentiers ayant des locataires.
C'est ça, ils ont des terres. C'est ça, ils ont des terres, ce qui rend d'autant plus marquant leur manière de parler. Alors Darcy au départ, il parle un petit peu des filles comme, enfin des filles de la famille, comme n'ayant pas tellement de chance de se marier dans la bonne société, puisqu'elles ne gagnent, puisqu'elles n'ont pas tellement de revenus. Bon, a priori, ces revenus, lui, il ne les a pas par son travail, mais c'est ça. Et donc très vite, Monsieur Bingley va s'intéresser à Jane. Alors ici, Jane Austen a fait un truc sympa, parce qu'elle a créé le personnage le plus doux, gentil, intelligent, bienveillant, adorable à tout point de vue. Elle s'est dit, je vais l'appeler Jane, comme moi. Magnifique. Elle est clairvoyante, elle est bienveillante envers tout le monde, c'est trop beau. C'est ça. Et elle a un beau coup de foudre passionnel, ce qui n'est pas du tout représentatif pour le coup de la vie de l'auteur qui a été célibataire du début à la fin, a priori. Elle qui a peut-être été amoureuse, hein, mais à qui on n'a pas connu de relation de couple. C'est clair. Peut-être qu'elle a été gay. Peut-être. Bah oui. Et donc Jane et Bingley vont tomber relativement amoureux l'un de l'autre, et ce qui est plutôt bien, jusqu'à ce que, un peu sans explication, Bingley se désintéresse d'elle, alors que tout le monde s'attendait à une demande en mariage, et quitte l'espèce de propriété qu'il louait pas très loin de là où les Bennet vivent, et retourne à Londres. Et donc tout le monde est très triste, enfin Jane surtout. Et puis on se demande pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, est-ce qu'elle a mal interprété? Puisque bien sûr, les gens sont incapables de discuter de leurs sentiments comme des adultes, hein. Non seulement c'est il y a longtemps, en plus ils sont anglais. Donc quand ils se sourient, c'est peut-être une déclaration de mariage, mais peut-être que c'est juste la politesse, on ne sait pas. C'est ça. Enfin, surtout qu'en plus il faut être poli tout le temps. C'est ça. Et avec des choses qui sont interprétées comme de l'impolitesse, alors que pour un lecteur moderne, c'est juste très très neutre. Typiquement, Darcy est plusieurs fois accusé d'être impoli, voire à la limite de la vulgarité, simplement parce qu'il ne parle pas activement avec les gens, ou parce qu'il y a une dame qui n'est en train d'attendre de danser, en gros. Elle attend son tour, elle est assise, et lui, il est pas loin, et il lui propose pas de danser. Voire il dit que ça le saoule de danser. Et qu'il a pas envie tellement de danser avec des gens qu'il connaît pas. Abject. Donc ouais, il y a cette notion aussi de politesse qui a un peu changé, mais qui est toujours très très présente, et apparemment c'est très important d'être toujours très poli, tout le temps. Elizabeth, de son côté, va très vite se rendre compte que Darcy est un connard, hein, dès la minute 1. Par la suite, elle va en apprendre plus sur lui par un monsieur Wickham, qui a eu un peu des déconvenues avec Darcy, parce que Darcy devait normalement lui donner des sous qui lui étaient dus par le père de Darcy, l'ancien monsieur Darcy, qui est mort maintenant, mais il n'a pas voulu les donner à Wickham, il a viré Wickham de la propriété, et du coup Wickham est très triste. Et donc alors que lui-même est plutôt charmant, plein d'humour, plutôt beau gosse, il explique tout ça à Lizzie, qui se dit « mais j'avais tellement raison de penser que Darcy était un connard. » Et si je l'épousais? Peut-être je pourrais m'intéresser à monsieur Wickham. Mais Wickham finit par aller faire des propositions à une autre meuf plus riche, ce que Lizzie interprète comme essentiellement de bonne guerre. Ah, c'est fait. Arrive ensuite mon personnage préféré, mon meilleur ami, le type que j'aime par-dessus tout, Monsieur Collins. Alors, tu nous parlais tout à l'heure du fait que quand un homme n'a pas de descendant masculin, sa propriété va aller à son cousin, ou peut-être son frère, je ne sais pas, mais en tout cas... En fait, au parent masculin le plus proche. Et voilà, à ce moment, c'était la loi de ce moment-là, et il y a eu... il y a même eu des affaires en fait assez difficiles avec des situations de divorce où les femmes se retrouvaient mais complètement démunies, privées de leurs enfants, privées de tout patrimoine parce qu'à cette époque-là il y avait quand même quelque chose de très 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 discriminant pour les femmes. Ouais, complètement. Et je pense que ça se retrouve aussi beaucoup dans le bouquin, cette importance qu'il y a sur le fait de trouver un mari. Parce que on comprend bien qu'il y a cette notion de si t'es pas marié, chérie, tu vas finir sous les ponts, quoi. C'est ça, il y a vraiment un truc d'urgence qui est très présent, alors qui nous paraît un peu amusant. Enfin, moi en tout cas, ça m'a paru un peu drôle parfois. Complètement. Ah mon Dieu, mariage. C'est ça, il y a un voisin qui arrive, vite. C'est vraiment, c'est la femme qui dit à son mari, dépêche-toi d'aller le voir avant que le voisin aille le voir, il faut lui dire qu'on a des filles à marier. Et nos filles sont plus mignonnes que les filles du voisin, donc on a une chance, mec, tu perds pas une minute. Oui, mais nos filles sont quand même, les 2 dernières sont quand même très niaises. Elles sont sottes, elles s'intéressent aux militaires. C'est ça. Donc, ouais, Monsieur Collins, donc c'est un prêtre.
pas un prêtre catholique, un prêtre anglican, c'est ça? Ouais, c'est ça, anglican. Qui est donc le cousin de Monsieur Bennet, et qui vient voir Monsieur Bennet dans un but très honnêtement avoué de faire du shopping de femmes. C'est donc il arrive, Classe. Là, excuse-moi, laquelle de vos filles je peux récupérer? A priori, tout le monde s'y prête. Ouais, c'est ça. Tu veux une des filles? Bah écoute, go. Danse avec elle 2 fois, c'est bon. C'est ça. Bon, alors il y a aussi que Monsieur Collins, c'est un bon parti. Hein. Je pense que si c'était juste le premier mec venu, tout le monde réagirait pas avec autant de bonne volonté. Mais comme c'est un bon parti, c'est vas-y, faire game, serre-toi. Et très vite, il s'intéresse donc à Elizabeth, mais il se trouve que Monsieur Collins est le type le plus insupportable de l'histoire. Il est ridicule, sa manière de parler est ridicule, il est bête, il est activement bête, il est obséquieux. Je garde cette activement bête, j'adore. Je vais le réutiliser, je pense. C'est pas qu'il est con, c'est il fait attention à l'être encore un peu plus. C'est un parti pris. Complètement. C'est insoutenable. Et du coup, toutes les scènes où il est sont magiques, parce que tu vois que tout le monde a envie de s'arracher les yeux, activement aussi. En temps réel, tu te dis, mais je vous comprends tellement. Personne du 19e siècle, je sens votre souffrance, moi aussi j'ai envie de m'arracher les yeux. Donc il va demander Elisabeth en mariage. Elisabeth va refuser. Ce qui est dangereux, hein, donc pour l'époque. On comprend bien qu'il y a cette notion de tu refuses une demande en mariage, c'est jamais garanti qu'il y en aura une deuxième. Mais elle se dit non, je peux pas. Et elle a raison. S'ensuit une scène géniale où le mec est là, ah oui, mais je sais que les jeunes filles modernes, parfois par coquetterie, refusent, donc je vais vous redemander demain. Et Elisabeth, elle est perdue. Tu vois qu'elle se dit, non mais non, comment te faire comprendre? En fait, c'est mort. C'est ça. Et plus elle insiste, plus le type est là, ah, je comprends, machin, modestie, les jeunes filles modernes, je vais redemander demain, ne vous en faites pas. Mais attends, mais c'est hyper actuel, je te dis. C'est ça n'a pas pris une ride. Non, mais en fait, elle serait pas classe si elle disait oui du premier coup. Si elle dit non, c'est qu'elle me veut. C'est ça, c'est les filles bien commencent par dire non. Tout ce qu'on aime. Oui. Et donc Elisabeth insiste 14 fois, jusqu'à ce que le mec finisse par aller voir sa mère en disant, écoutez, j'ai l'impression qu'Elisabeth, en fait, elle est pas intéressée. Et on voit qu'il est arrivé à cette réalisation après une réflexion, quoi. C'est pas facile pour lui, c'est pas une évidence. La meuf lui a dit non 14 fois. Peut-être, éventuellement, ça veut dire que, c'est pas sûr, mais peut-être que c'est qu'elle ne veut pas. Donc il finit par comprendre qu'elle est pas intéressée, et il va épouser la meilleure amie d'Elisabeth, qui est décrite comme une meuf d'une famille pas beaucoup plus riche que celle des Bennet, et qui en plus est moche. Donc bon, on fait ce qu'on peut. Faut croire qu'il était un peu désespéré. Oui. Allons savoir s'il a dû insister aussi ou pas. Je pense pas, mais enfin peut-être c'est moins bien décrit. Mais oui, apparemment elle avait pas trop de perspectives de mariage, elle avait l'impression d'être un peu passée la date de péremption, donc je pense que le premier mec qui est venu, elle s'est dit elle est vendue. Et de nouveau, c'est un bon parti, malgré qu'il soit insoutenable. Il y a vraiment un truc autour du mariage entre le mariage un peu passion, le mariage où il faut se marier, où c'est la raison, et ils essaient en fond un peu de vendre, enfin elle du coup l'autrice essaie de vendre un mariage un peu à la fois de raison et de respect, bienveillance, où ils s'organisent entre eux pour que ça passe sur du quotidien, parce que de toute manière ce serait la catastrophe s'ils se séparaient. Oui, clairement. Et justement, quand Elisabeth va aller leur rendre visite dans la maison de Monsieur Collins, on va bien voir cette espèce de notion de on a essayé d'organiser notre quotidien, où on passe des moments ensemble, mais il y a aussi plein de moments où on n'est pas ensemble, parce qu'on s'entend pas forcément. Et donc, c'est justement lors de cette visite que Elisabeth va revoir Monsieur Darcy sous une nouvelle lumière, entre guillemets, puisqu'elle va se rendre compte que Darcy est le neveu de la bienfaitrice de Monsieur Collins. Oh. Donc la tante de Darcy. Ouais. J'oublie son nom, tu te rappelles de son nom? J'ai plus du tout en tête, non. Comme t'as vu tout à l'heure, j'ai eu du mal avec les noms. Ouais, pas de souci. Bon, Lady Bidulette. Très bien, vendu. C'est la tante de Darcy. C'est la meuf la plus insupportable du monde, elle aussi. Ce qui fait que Collins l'adore, hein, logique. Oui. Mais on a de l'affection pour les vieilles tantes insupportables.
Alors, Je n'ai pas des tantes ça va, j'ai des tantes agréables, je les aime beaucoup, si jamais elles écoutent. Si elles nous écoutent. Si elles nous écoutent, je vous aime. Et donc là, elle va passer du temps avec Darcy, et se rendre compte que, en fait, bah, il est pas si désagréable que ça, une fois qu'on le connaît un peu mieux. Et c'est là que nous aussi, lecteurs, on va se rendre compte qu'en fait, Darcy n'est pas un connard, c'est juste quelqu'un de pas sociable du tout, qui a peut-être ce que de nos jours on diagnostiquerait comme de l'anxiété sociale ou des choses comme ça, mais qui concrètement ne déteste être avec des gens qu'il connaît pas, il sait pas parler à des gens qu'il connaît pas, il aime pas démarrer des conversations sur des sujets un peu... Et en plus, il en voit pas l'intérêt. Oui, il y a cette notion de, bah, je sais pas, il y a des gens que je connais, je les aime bien, je m'en fous des autres un petit peu, je leur veux pas de mal, mais ça m'intéresse pas trop. C'est ça. Et puis faire société pour faire société, ça lui va pas, quoi. D'ailleurs, là où il commence à flasher sur Lizzie, c'est quand il voit ses yeux qui brillent d'intelligence. Complètement. Et oui, parce que lui, on le sait depuis un moment, lui, il est complètement hot pour Lizzie. C'est lui, au début, il l'a trouvé quelconque, mais en se rendant compte, en fait, c'était quelqu'un qui avait de la conversation et des opinions et qui n'hésitait pas à lui envoyer des vannes. Eh ben, il s'est rendu compte que c'était quelqu'un d'intéressant. Ça, parce qu'il y a un enjeu un peu pour elle, comme elle a été quand même discrètement mais publiquement repoussée, et que du coup ça a forcément fait le tour, vu qu'il n'y a pas grand chose à se dire dans cette campagne, ça a un peu fait le tour de la campagne du coin, donc du coup elle se fait un peu un devoir de réparer son honneur en le vannant, en le repoussant, et c'est là qu'il n'en devient que plus attaché. Complètement. Et donc nous on va le découvrir sous ce nouveau jour aussi en tant que lecteur. Et c'est là qu'on va se rendre compte qu'en fait, Darcy est presque fun, en fait, par moment. Une fois qu'on a dépassé la carapace extérieure. Mais, très vite, tout ça va être tué dans l'œuf, parce que Lizzie va se rendre compte que Darcy, elle a raison, derrière le fait que Monsieur Bingley se soit barré à Londres et n'ait pas épousé sa sœur Jane. Oui. Révélation. Spoiler alerte. Oui, alors, le bouquin a 2 siècles et demi. Non, mais il a pas été adapté, on a dit. Oui, il a été adapté en tout et en n'importe quoi. Non, mais c'est ça, en fait, faut préciser qu'on a préparé un peu le truc, j'ai 4 pages juste sur la liste des adaptations, juste la liste, hein. Vraiment, c'est très très impressionnant. En même temps, l'histoire est tellement, elle se prête à tellement à tous les médias et à toutes les variations qu'elle a quelque chose d'un peu universel. D'un peu universel, puis même en fait, elle se prête un peu à toutes les époques. Je veux dire, et quand on lit ça, on a un peu aussi l'impression de trouver un peu des cancans, genre Société de femmes savantes d'un ou deux siècles encore avant, et puis on retrouve un peu ces injonctions alors c'est pas exactement les mêmes que maintenant, mais elles doivent savoir coudre, elles doivent savoir broder, elles doivent savoir gérer une maison, elles doivent avoir de la conversation, mais elles doivent pas trop être impertinentes, elles doivent être jolies, et il y a un peu ce truc. Alors il y a des injonctions qui diffèrent par rapport à maintenant, mais un peu c'est d'ailleurs finement répliqué par Lizzie, il me semble, à un moment donné, en fait je connais pas une seule femme. Darcy dit j'en connais moins de 12, et elle dit je suis étonnée que vous en connaissiez 12 parce que moi j'en connais pas une seule qui réponde à tout ça. Oui, c'est complètement ça. Je crois que c'est la sœur du Bingley qui fait une liste de tous les trucs qu'une femme remarquable doit avoir, et effectivement c'est une liste de trucs complètement improbables, plus tous les trucs non dits comme elle doit pas être trop enthousiaste vis-à-vis des hommes, mais il faut pas non plus qu'elle soit revêche entre guillemets. Ouais, c'est ça. C'est le truc où on sait que sur cette époque-là, en termes d'éducation, les femmes n'avaient pas accès à la même éducation. Alors, il fallait qu'elles aient accès à certaines langues étrangères, notamment le français, en Angleterre en tout cas. Il fallait qu'elles aient accès à des arts de politesse, des arts de la table, des arts de conversation, qu'elles soient fines, qu'elles aient quelque chose un peu de pétillant, mais pas trop, en fait. Il fallait que ça reste le petit charme de plus, alors que de fait, en termes d'éducation stricte de droit à l'école, on avait quelque chose de beaucoup plus restreint que les garçons. Elles avaient accès au parler du français, à de l'histoire, mais elles n'avaient pas accès à du latin et du grec, par exemple. Il fallait qu'elles puissent parler de politique, mais pas d'art militaire. Ouais, je pense que même si certaines des injonctions ont changé, cette notion de faire un peu cet équilibre de funambule entre être trop, pas assez, juste comme il faut, ça n'a pas pris une ride. C'est ça. Alors, de la chance, nous, c'est plus marqué dans la loi, mais... Oui, c'est déjà ça. Et oui, donc,
peu après cette révélation, Darcy va faire une demande en mariage à Lizzie, qui est une demande en mariage étrange, puisqu'il commence par lister un peu les trucs qu'il lui reproche, avant de dire mais bon allez, marions-nous. Je t'aime bien quand même, alors, je ferai un effort. C'est ça. Donc Lizzie elle est pas hyper réceptive puisqu'elle a appris récemment que c'est à cause de lui que sa sœur Jane qu'elle adore est super triste. Mais en plus il lui dit essentiellement voilà, votre famille c'est un peu des connards. Enfin c'est pas des connards mais ils sont vulgaires. Et puis vous avez pas beaucoup d'argent. Et puis bon vous avez des défauts. Voilà vous êtes inférieur à moi mais je vous aime. Marions-nous. Ce qui on a déjà fait mieux en matière de vente du rêve. Vraiment de l'art. Non mais il a peut-être, il y a vraiment quelque chose peut-être de l'ordre du handicap chez ce monsieur. C'est tout. Il a pas d'empathie. Oui, il a pas beaucoup de filtres. Voilà. Ce qui n'aide pas. Donc à la surprise générale, Lizzie lui suggère aimablement d'aller se faire foutre. Elle l'a pas dit comme ça. Non, c'était élégant. Mais sur le fond, c'était ça. Tu m'étonnes. Et en plus, elle lui ressort en plus, vous avez été super méchant avec Monsieur Wickham, le mec à qui vous deviez de l'argent de par votre père et à qui vous lui avez pas donné, vous avez été méchant avec lui, machin. Vous avez été méchant avec ma sœur, vous êtes un méchant. C'est pas bien d'être méchant. C'est ça, c'est pas bien d'être méchant. Une morale forte. Et Darcy entend tout ça, fait ok. Et va juste lui donner une lettre d'explication avant de se barrer. Alors là, Lizzie a un truc extraordinairement moderne de se dire « Je ne vais pas lire la lettre. Je ne vais pas lire la lettre. Je refuse de lire cette lettre. » Je n'ouvrirai pas cette lettre. Et puis 2 minutes après, elle est en train de lire la lettre. C'est très actuel. Ah, ça n'a pas bougé. Et dans la lettre, il lui explique que Wickham est un connard. Alors je vais pas entrer dans les détails, mais essentiellement c'est Wickham qui a abusé de la conscience des gens, en gros. Et que s'il a conseillé à Bingley de ne pas épouser Jane, c'est parce qu'il pensait que Jane n'était pas amoureuse de lui, et que, effectivement, la famille Bennet, en termes d'échelle sociale, elle est un peu en dessous de Bingley. Alors, ce qui est amusant, parce que Darcy lui-même vient donc de faire une demande en mariage à une meuf qui passe son temps à lui balancer des vannes, et qui appartient à la même famille. Et qui a une différence de statut encore plus importante dans la mesure où lui, il a une repose de thunes, quoi. Voilà. Donc c'est un gros cas de fais ce que je dis, pas ce que je fais. Mais Elisabeth comprend. Essentiellement, elle comprend ses motivations, elle comprend d'où il venait, elle comprend qu'il n'a pas agi pour être cruel avec Jane, et qu'il voulait effectivement, sincèrement, défendre les intérêts de Bingley. Manquerait plus que ça. Déjà, il a pas de filtre, en plus c'est un sociopathe, le mec. Certes. Mais non, quand même pas. Du coup, non. Et par la suite, tout va finir par se résoudre lorsque il y a un gros bordel avec Lydia, l'une des plus jeunes sœurs de Elisabeth, qui traînait avec des officiers, essentiellement. Elle a 16 ans, et puis comme la plupart des gamines de 16 ans, elle aime glousser en présence des garçons, et se sentir séduisante et coquette. Alors, le livre la juge pas mal pour ça. Il y a un petit peu de slut-shaming, là, qui est bon pour un lecteur moderne et pas terrible. Bah, voilà, il y a un truc où les deux dernières, quoi, les deux dernières sœurs, elles se pâment un peu, elles gloussent, elles ont besoin de se faire remarquer. En même temps, elles ont 2 grandes sœurs particulièrement qui sont très valorisées, qui sont valorisées pour leur finesse, pour leur esprit, tout ça. Donc forcément, elles réagissent par rapport à ça. Et il y a quelque chose d'où elles sont moquées, et en même temps, on se prend au même jeu qu'elles des cancans, en fait. Et il y a aussi cette notion de... mais justement, on les élève dans cette idée que le mariage, c'est le but ultime. Donc, qu'elles soient un peu obsédées par les hommes, il y a une espèce de cohérence, là. La mère le dit à un moment donné, les militaires, bon, moi aussi j'ai même ça à leur âge, et puis d'ailleurs, si elles en trouvent un riche, je serais pas contre. C'est ça, exactement, c'est le but. Alors après, le fait qu'elles aient toute cette attitude un peu coquette, un peu séduisante, ça peut endommager entre guillemets leur chance d'avoir une demande en mariage justement, et comme on l'a dit, cette demande en mariage étant d'une importance ultime, on peut comprendre aussi que Elisabeth se dise à ses sœurs non mais arrêtez avec vos conneries, c'est sérieux quoi. Donc de nouveau on est dans ces injonctions contradictoires de s'intéresser aux hommes c'est juste normal, mais si tu le fais trop, peut-être c'est dangereux, mais si tu le fais pas assez, c'est dangereux aussi. En fait, il faut être parfaite, mais modeste. Voilà. Parfaite, et puis surtout ne pas être au courant. Comme Jane. Qui on ne l'a pas dit, mais est en plus incroyablement belle. Bah oui. C'est la plus belle fille du coin. Sublime.
Donc, Lydia s'enfuit avec un militaire, qui n'est autre que Monsieur Wickham. Oh mon Dieu, l'homme dont on sait qu'il abuse de la confiance des gens. Alors, s'il s'enfuit pour se marier, c'est un peu scandaleux, mais ça passe encore. Mais s'ils s'enfuient ensemble et qu'ils ne se marient pas, Lydia est virtuellement foutue. Parce que personne va la demander en mariage après ça, elle va finir sous les ponts ou à demander la charité à quelqu'un de sa famille. Tout à fait. Donc c'est la super grosse cata, mais ils sont retrouvés, ils acceptent de se marier, enfin, Wickham accepte de l'épouser, en étant, on soupçonne, payé par l'oncle de Lizzie, mais on va apprendre qu'en fait il a été payé par nul autre que Darcy. Darcy qui confirme ainsi son statut de type sympa au fond, juste pas très sociable, il a un peu les skills sociaux d'un homard, quoi. Oh non, mais t'as des punchlines. Imagine un golden retriever qui serait meilleur ami avec un homard. C'est ça. Et ben voilà, c'est Bingley, Darcy. Ouais. Non, mais il rattrape un petit peu son impact sur la fratrie, quoi. Il y en a une qui est au fond du trou, l'autre qui est au fond du trou, mais moins pire. C'est ça. Et ça va même encore s'améliorer, puisque Bingley, désormais rassuré sur le fait que Jane était amoureuse de lui, va enfin lui faire la demande qu'on attend depuis le début du bouquin. Yay! 2 filles mariées! C'est bon. Et enfin, bien sûr, Lizzie va finir par retourner parler à Darcy, espérer qu'il lui fasse une nouvelle demande, tout en se disant « je ne mérite pas une nouvelle demande ». Mais bien sûr, il va la faire, dans une salle magnifique. Je pense qu'on se rappelle tous de la scène du film de 2005, comme ça, au lever du soleil, la brume, le mec qui arrive, il a l'air triste, il dit « je vous aime », mais tout va bien. Non, mais après, ça crée des fantasmes qui sont pas adaptés à la réalité. Je suis désolée, c'est pas fair play comme scène. C'est sûr que ça peut élever tes attentes méchantes. C'est, excusez-moi, oui, non, je n'accepte que les demandes en mariage des multimillionnaires au lever du soleil, habillés en mode georgien. Il faut qu'il ait l'air un peu dépressif, mais... Mais riche. Mais riche. Non, et puis il est dépressif que quand tu le repousses un peu, mais tu sais qu'il survivra sans toi, mais quand même ce serait mieux avec toi, et dès que vous serez ensemble, eh bien ce sera absolument parfait. Il se relève, il est moteur et dynamique, et plus du tout dépressif. Oui. C'est connu que l'amour guérit la maladie mentale. Thème récurrent de la littérature moderne. C'est ça. Voilà. Alors, ce que j'en ai pensé, je sais pas toi, mais moi j'ai beaucoup aimé ce bouquin. Ouais, carrément. Qui est extrêmement drôle. Je m'attendais pas à rire autant, mais Jane Austen a une capacité à balancer des vannes en douce qui est magique. Complètement d'accord. Des petites en fait, il y a un trait qui est assez fin, en fait, assez pétillant, assez... Tout à fait. Enfin, et puis encore une fois, ouais, très, très, très actuel. Enfin, c'est drôle. On a envie de la voir à table, en fait. Exactement, tout à fait. J'adorerais aller prendre une tasse de thé avec Jane Austen parce que il y a vraiment cette capacité à faire des trucs subtils mais tellement mordants. C'est juste piquant comme il faut. Ouais. Mais vraiment, c'est un petit bonbon, ce livre, en fait. Ça se lit bien. Bon, bah voilà, il y a pas du gros drame, il y a pas, ça te saisit pas d'angoisse à des moments. Mais c'est juste agréable à lire. Exactement. Et je pense que ce qui participe aussi, c'est sa pertinence pour un lecteur moderne, que ce soit les émotions des personnages, certaines interactions qui n'ont absolument pas pris une ride, des moments où où Lizzie est mortifiée parce que sa mère est là avec ses gros sabots et tout le monde est un petit peu plus fin qu'elle dans la pièce et du coup sa mère dit un truc et Lizzie a envie que le sol l'avale et qu'elle tombe dedans. C'est moderne, 100% moderne. Complètement moderne. C'est génial, ça n'a pas bougé. Moi, j'assommerais bien les gens avec un marteau géant, mais le sol qui avale, ça passe. Bon. Je pense qu'il y a 2 manières de réagir à la mortification. C'est tourner contre toi ou tourner contre les autres. C'est ça. J'ai aussi aimé que le livre soit féministe d'une manière discrète, mais bien présente, c'est-à-dire que malgré que les hommes soient présentés comme ayant tout le pouvoir dans l'histoire, et ce qui est factuellement correct, j'ai envie de dire, puisque c'est eux qui font les demandes, c'est eux qui ont l'argent, c'est eux qui ont le pouvoir, c'est eux qui ont les possessions, etc. Toutes les femmes, en tout cas les femmes Bennet, sont de connivence pour essayer de placer des pions entre guillemets et de limiter essentiellement les choix de ces hommes qui vont prendre les décisions finales, mais elles jouent comme elles peuvent pour s'assurer que dans le panel de choix qu'ils ont, c'est surtout des choix qui les intéressent elles. Oui, mais je trouve qu'il y a ce truc en fait où
elles ont tellement un rôle central dans la maison que même s'ils ont tout le pouvoir sur un plan plus politique, sur un plan d'action, enfin voilà, concrètement, sans leur mariage, c'est bien compliqué de survivre pour mesdames, mais elles ont tellement un pouvoir central dans l'organisation de toute la maisonnée que finalement ils y trouvent une forme d'équilibre. J'ai pas dit que c'était équilibré pleinement, mais ils y trouvent une forme d'équilibre, une espèce d'arrangement pour que tout le monde se supporte. Et puis on trouve aussi, mais je pense que ça traduit aussi ce qu'a pu vivre l'autrice pour le coup, c'est-à-dire que Jane Austen, c'était la dernière d'une grosse fratrie, elle était dans une grosse fratrie, une fratrie de 8, je crois. Une fratrie de 8, elle faisait lire ses écrits à sa famille, il y a ses frères qui en parlent, qui en parlent à la fois comme des personnes vives, assez pétillantes, des fois impertinentes et piquantes, enfin, en fait, finalement, comme des fois peuvent être décrites les filles de la famille Bennet, et il y a cette idée il y a une espèce de complicité familiale, et au sein de la famille, il y a un peu plus qui est possible que ce qui se joue vraiment dans la société. Ça reste un milieu restreint, fermé, mais on a quelque chose d'un peu plus subtil. Oui, tout à fait. Et j'ai l'impression, enfin, c'est vraiment une impression personnelle pour le coup, parce que c'est pas du tout mon domaine d'expertise, mais que peut-être ça reflète un peu plus la réalité qu'une vision un peu plus binaire qu'on pourra avoir à l'époque, les femmes n'ont pas de droit, elles ferment leur gueule, elles font ce qu'on leur dit et c'est tout. Mais on sent qu'il y a une vraie affection en fait en fond. Oui. Il y a pas qu'une question de devoir, et alors je pense que sur la question du mariage, c'est quand même quelque chose qui a évolué maintenant, parce que on va quand même actuellement socialement plus rechercher un mariage d'amour maintenant à minima, mais je pense que ça peut refléter ce qui était recherché à un moment donné et ce qui a fait équilibre pendant un certain temps, c'est-à-dire une relation qui soit la plus respectueuse possible, et qui roule, et où finalement il y en a un qui va pas à Londres parce que il sait que sa femme va être malade à cause de l'air de Londres. Madame Bennet va demander à son mari d'aller rencontrer monsieur Bingley, donc c'est lui qui doit le faire, mais il le fait aussi pour satisfaire sa dame. S'il le fait pas tout de suite et qu'il le fait en douce, mais il le fait quand même. Et voilà, il y a une espèce de truc un peu fin ils ont leurs petits arrangements, et il y a une forme de complicité qui enlève pas le fait que dans cette société il y a une forme de violence, et qu'il y a beaucoup de relations qui devaient faire vivre un certain nombre de violences d'une manière ou d'une autre. Mais idéalement, en tout cas, il y a probablement un certain nombre. Ça traduit aussi une réalité attendrissante. Ouais, tout à fait. Et je pense que la narration a tendance à, elle condamne entre guillemets des mariages qui sont 100% convenance et 0% affection. Ouais. Typiquement, Monsieur Collins et l'ami de Lizzie, Charlotte, c'est un truc que la narration condamne, alors de manière subtile, hein, c'est pas écrit en gros sur la page. Mais on comprend. Voilà, on comprend que ça, c'est pas l'objectif. Et même si Lizzie et Jane font du social climbing en épousant Bingley et Darcy, c'est quand même présenté comme un but, comme un objectif, comme quelque chose de sympa, parce que il y a beaucoup d'affection derrière. Ouais, tout à fait. Et du coup, donc ouais, il y a vraiment cette vision qui est un peu nuancée, un peu équilibrée du mariage à l'époque, que je trouve vraiment rafraîchissante, parce que je m'attendais à quelque chose de moins humain entre guillemets, moins subtil. Oui, de plus plan-plan, ouais. C'est ça. On a vite des visions en fait. Oui, un peu noire ou blanche, soit très idéalisée, soit au contraire c'est du mariage de convenance, et voilà, c'était forcément absolument tout le temps pourri. Heureusement que là-dedans, en fait, si cet équilibre il a tenu aussi longtemps, c'est justement qu'il y a une forme d'équilibre qui a tenu à un moment donné, que les gens ont trouvé un équilibre, mais ne serait-ce que dans le fait d'avoir chacun leur espace. Et en fait, on le voit même sur le siècle juste avant nous, là. Où les droits des femmes, ne serait-ce qu'en France, c'est quand même il y a du boulot encore, et il y a quand même un certain nombre d'acquis qui sont récents. Complètement. Et il y avait quelque chose qui se jouait justement sur le fait que les dames aient un peu la maîtrise du domicile. Alors il y a à la fois une question de devoir et une question d'injonction, et à la fois à partir de ce moment-là, c'est elle qui avait la maîtrise de cet espace, ce qui d'ailleurs rendait la retraite très compliquée pour ces messieurs. Oui, le coup du mec qui se prend une maison près d'une forêt pour avoir un pavillon de chasse et tout, tu comprends qu'il y a un besoin derrière. C'est ça. C'est clair. Sinon, alors les points faibles du bouquin, parlons-en quand même. Oui. Alors, on pourrait arguer, et je pense que ce serait honnête, que il se passe pas grand-chose dans ce livre, concrètement.
Personnellement, je me suis pas ennuyée, mais il y a quand même beaucoup de moments où on est dans les réflexions, ou dans l'attente entre deux événements, où il se passe des petites choses, c'est vraiment de la notion de la tranche de vie, entre guillemets, et je comprends qu'un lecteur qui serait peut-être plus moderne ou plus habitué à un petit peu plus d'action se dise c'est gentil, mais concrètement on peut virer 100 pages à ce bouquin et on n'a rien perdu. C'est un peu l'inconvénient de l'avantage en fait. Mais c'est un peu des fois ce qu'on trouve dans pas mal de feel good en fait. C'est bon, on n'a pas de gros émois non plus, ça prend pas aux tripes. Après c'est tranquille. C'est ça, exactement. Alors moi, comme de nouveau, moi ça m'a pas forcément gêné, mais je comprends que ça puisse gêner un lecteur moderne. Ouais. On pourrait aussi dire que, à part pour les personnages principaux, beaucoup des personnages manquent de profondeur. Quelque part, ça participe à l'effet comique. Que des mecs comme Collins soient purement en deux dimensions, ils ne sont que ce qu'ils présentent. Ça participe au fun, mais d'un autre côté, on pourrait se dire c'est gentil, mais au final, t'as deux personnages qui sont profonds. Et tous les autres, c'est du carton. Bah, surtout quand le gros thème du livre, en fait, c'est le rapport aux préjugés. Oui. Parce que du coup, il y a beaucoup de préjugés qui ne sont jamais remis en cause, parce que les personnages sont ce qu'ils donnent l'impression d'être. C'est ça. Donc, ok, je pense qu'on pourrait reprocher ça au bouquin. Sinon, moi, ce qui m'a plus embêté, c'était cette espèce de slut-shaming dont on avait parlé vis-à-vis de Lydia et Kitty, où on leur reproche d'agir de manière, au final, parfaitement logique par rapport à leurs circonstances. Voilà. Je sais pas ce que toi t'en as pensé, si t'avais peut-être d'autres trucs à leur reprocher, comme tu l'as lu aussi. Non, franchement, c'est ce que je te disais, j'étais plutôt raccord avec toi, hein. Voilà, après, c'est un livre qui fait un peu ce qu'il dénonce, mais je trouve ça amusant, au fond. C'est pas faux. Ouais, bah, c'est ce que j'ai un peu au début, c'est un peu tout le paradoxe du truc, c'est dénoncer les travers de la société en y étant, mais 10 000 fois inscrit. Complètement. En même temps, ça va être difficile de s'extraire complètement du truc. Exactement. Mais je pense que ça reste un témoignage vraiment intéressant sur cette période et cette tranche de la société. Oui. Et alors un truc dont j'avais peur et qui au final ne s'est pas du tout manifesté, je pensais que Darcy allait être essentiellement le père de tous les bad boys de la fiction de romance qui existent. J'avais l'impression que j'allais rencontrer leur ancêtre, leur prototype à tous. Et non. Du coup, je non. sais pas toi, hein. C'est ça, j'ai été très agréablement surprise parce que il a les défauts qu'on lui a déjà mentionnés. Mais par exemple, quand Lydie lui dit « je suis pas intéressée par le fait de vous épouser », la réaction de Darcy c'est essentiellement « ok, n'en parlons plus oui. », contrairement à Collins pour le coup. Oui. Et on se rend compte qu'il est jamais cruel gratuitement, qu'il a toujours les intérêts d'un ami proche ou d'une personne à laquelle il tient en tête, donc même quand il est déplaisant, au final il reste altruiste, oui. Même si pas altruiste envers tout le monde. Et une fois qu'on a creusé un petit peu, c'est pas un connard, c'est juste quelqu'un qui socialement est pas très très au point, mais qui ne cherche jamais à être déplaisant, et qui, une fois que Elisabeth lui a dit t'as été un connard, se rachète, et dépasse ses préjugés, et fait des efforts, et change. Quelque chose que j'aime bien dans les personnages en général, c'est quand ils évoluent, et puis quand ils ont une profondeur, un minimum, enfin, voilà, on n'est pas... Ouais. Une fois qu'il est en lien, il est pas à tout prix à être en mode Dark Sasuke, sombre et torturé. C'est ça. Il arrive, une fois qu'il est rentré en lien, c'est pas évident, et oui, il a pas envie de rentrer en lien avec des gens qu'il connaît pas, s'il y a pas d'intérêt, si machin. Surtout pour danser. Surtout pour danser. Voilà, mais indépendamment de ça, il sait aussi s'intéresser aux autres. Tout à fait. Alors j'en ai pas parlé, mais il y a par exemple des moments où il fait ami avec de la famille plus éloignée des Bennett, et qui sont donc des gens bien en dessous de lui. C'est des gens qui ont un travail, rendez-vous compte. Et il devient pas BFF avec eux, mais il est très cordial et courtois à tout point de vue. Chose à laquelle on s'attendait pas forcément vu ses déclarations précédentes de votre famille est en dessous de moi. Ça, et finalement très différemment par exemple des sœurs de... Oh la vache, j'ai de nouveau plus son nom, du pote à Darcy, là. Bingley ? Ouais, voilà. Des sœurs de Bingley qui, alors pour le coup, sont très mondaines, pour le coup, ont pleinement les capacités sociales, mais pour le coup, sont beaucoup plus pestes, en fait. Oui, complètement. C'est les filles méchantes du lycée, ces meufs. C'est ça. Elles vont être sociales, elles vont être gentilles, et puis après... C'est ça, elles sont beaucoup plus vicieuses, entre guillemets. Elles ont ce truc qu'on reproche souvent à la caricature de la femme, d'être tout sourire, et puis derrière, d'être assassine. Complètement.
Est-ce que toi, tu avais autre chose à dire sur le bouquin? Ces adaptations, peut-être? Tu veux qu'on en lise quelques-unes? Oh, alors sur les adaptations, celle à laquelle on a beaucoup accès, nous, c'est celle de 2005, hein, qu'on a beaucoup à avoir vu. Après, Télérama disait très justement, peut-être un des commentaires de Télérama d'ailleurs, que toute actrice anglaise voulait jouer du Jane Austen un jour, voire jouer dans Orgueil et Préjugés un jour. Voilà, c'est en fait c'est une œuvre qui a été suradaptée au cinéma, à la télévision, dans des romans, des films, même chez Marvel, quoi. Il y a vraiment, il y a des films d'époque, voilà, il y a beaucoup de fanfics plus ou moins publiés. Oui, c'est ça, c'est clairement ça, hein, beaucoup de trucs. C'est ça, des téléfilms, mais à n'en plus compter. Mais le truc, c'est qu'en fait, déjà, enfin, je vois, moi, les premières que j'ai sur ma liste, c'est du 1922, quoi. Ouais, dès qu'il y a eu de la télé, les gens adaptaient Jane Austen en télé. C'est ça, c'est vraiment, il y a un truc, en littérature, première suite, alors pour vous, parce qu'il y a aussi des adaptations en littérature, il y a une première suite qui est publiée en 1913, tout de suite, en fait, dès qu'il y a eu, c'est passé à la postérité assez rapidement. Effectivement. Je crois d'ailleurs savoir que le prince régent de l'époque était super fan de Jane Austen. Ah, je l'avais pas en tête, tu vois. Ce qui agaçait spectaculairement Jane Austen parce qu'elle ne l'appréciait pas du tout. Mais du coup, son agent ou un truc comme ça lui a recommandé de dédicacer l'un des bouquins au prince en question. Puisque elle avait besoin de la popularité, entre guillemets, elle avait besoin de son soutien parce qu'elle vendait pas elle était pas riche de par ses publications, mais qu'elle le vivait très mal parce qu'elle pouvait pas le saquer. Ce qui est en soi digne d'une intrigue de Jane Austen. Ah mais complètement. Complètement. Non mais c'est pour ça, elle est sur l'époque, mais on l'aime bien, on l'aime bien pour ça. Et puis elle-même en fait a continué par rapport à ce roman-là, à en imaginer une suite. Donc c'est des choses dont elle a pu échanger un peu dans des lettres, un peu dans ses souvenirs. Voilà, elle avait un peu imaginé l'avenir pour certains de ses personnages. Donc les deux sœurs non mariées, il y en a une, donc Catherine, qui aurait un mariage satisfaisant avec un clergyman installé près de Pemberley. Oh, quelle chance. Ouais, c'est clair. La pauvre Marie, elle se contente d'épouser un des clercs de son oncle. Voilà, mais ça lui va d'être un objet d'admiration. Voilà. Et en ce qui concerne Jane et Elizabeth, on sait que Jane Austen s'en faisait une idée assez précise, et donc elle a écrit une lettre adressée à sa propre sœur où elle raconte sa visite d'une exposition de peinture où elle a pu dresser un petit peu, elle a eu le grand plaisir de dresser la suite de l'histoire. Cool. Ça, c'est un portrait qui était a priori très ressemblant de Madame Bingley. Donc ça lui a donné envie. Mais voilà, a priori, en tout cas, ce premier roman pour Jane Austen a été très impliquant, et voilà, c'est quelque chose qui est resté assez en vie en son esprit, mais en même temps. C'est un peu le truc des premiers romans. Elle a vécu avec cette histoire dans sa tête, entre guillemets, avant de la publier pendant, tu disais, une quinzaine d'années, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, elle a commencé, d'abord ça a été refusé genre ça a été par la maison d'édition, mais genre ça a été refusé par retour de courrier, genre ils l'ont même pas ouvert en fait. D'accord. Ah oui, merci. Connard. Ouais, non mais c'est clair. Et voilà, elle l'a reproposé, il le lisait en famille, elle l'a modifié genre en 1811, donc ce qui fait qu'on a quand même des éléments de contexte qui sont proches de la période dans laquelle ça se passait, et mais voilà, ça c'est resté vivant. Effectivement. Mais c'est une période qui est intéressante. Enfin, en fait, c'est une grosse période de mutation. Je veux dire, si elle l'a écrit en 1797, dans ces eaux-là, enfin, faut se rappeler, là, c'était en Angleterre, faut se rappeler que nous, en France, la Révolution française, c'est 1789, on a la fin de la monarchie en France, enfin, plus ou moins, hein. Eux, ils ont encore leur monarchie. En 1789, il y a encore Georges III qui est là depuis 30 ans. Donc, Jane Austen situe la naissance d'Elizabeth Bennet en 1790, donc il la situe vraiment en fait comme une femme de son époque. Ouais, tout à fait, elles auraient pu être contemporaines. Oui, complètement. Et voilà, c'est une période, en 1789, on a Napoléon en France qui prend le pouvoir. Là-dessus, finalement, l'Angleterre déclare la guerre à la France assez rapidement, en 1803. Donc on est sur une période très mouvementée, et c'est intéressant de voir un petit peu les mœurs d'époque, et puis le rapport d'une société à la fois enfin c'est de la bourgeoisie campagnarde, quoi. C'est à la fois éloigné, c'est à la fois éloigné de la ville,
et à la fois ça cherche à en garder un certain nombre de codes avec les balles, mais on voit un petit peu la différence entre les sœurs justement de Bingley qui viennent de la ville et qui ont un peu du mal à comprendre ces campagnards qui débarquent à cheval trempés jusqu'aux os ou le jupon plein de boue, et enfin qui trouvent ça absolument risible, et voilà, il y a une espèce de truc de noblesse des campagnes face aux bourgeois de la ville, quoi. Tout à fait, oui, effectivement, on voit ces différences un peu de sophistication et de mœurs qui existent vraiment, qui existent beaucoup moins de nos jours, mais qui, j'imagine qu'à l'époque, même si t'es à 250 bornes de Londres, c'est pas extraordinairement loin, mais en même temps, c'est un monde. Complètement. Après, voilà, ce qu'on en dit sur les romans de Jane Austen, c'est quelqu'un qui est décédé jeune, hein, qui est décédé à 41 ans, et il y a un peu cette idée qu'elle est décédée à un moment en plein boom littéraire. On sait pas si elle avait publié 40 bouquins, si on n'aurait pas eu un mauvais au milieu. Peut-être. Tout à fait, voilà. Mais il y a l'idée, en fait, j'ai trouvé une frise comme ça qui est assez marrante, qui met en perspective à la fois les éléments historiques de l'histoire d'Angleterre, hein, qui situe la naissance, le décès de Jane Austen et ses publications et tout, et puis qui va situer là-dedans la vie et la mort des personnages. Et on voit donc Jane Austen décède en 1817, et en fait bien après on voit en juin 1837 Elisabeth a maintenant 47 ans, beaucoup d'enfants, et c'est marrant de voir finalement un peu la réalité, c'est-à-dire que ces personnages lui survivent. Ouais, complètement. Et puis de plusieurs façons, puisque eux sont virtuellement immortels avec les adaptations qui continuent, le fait que ça reste un classique, puisqu'il y a eu des adaptations beaucoup plus modernes aussi. Je crois que j'ai vu sur ta liste que par exemple Bridget Jones ou des trucs comme ça sont un peu des allégories entre guillemets. Ils sont un peu des allégories, mais complètement. Il y a des adaptations au manga, il y a des adaptations Marvel. Enfin, voilà, on a quelque chose. C'est très actuel et on peut facilement le détourner pour un... Comme l'extraordinaire Orgueil et Préjugés et Zombies. Absolument. Je ne sais pas si tu l'as lu, mais ça vaut son pesant de grossesse. Je l'ai pas lu, mais il faut que je regarde ça. Je vais le mettre sur ma palle. Parfait. Est-ce que tu penses qu'on a fait le tour? Je pense qu'on a à peu près fait le tour. Bah, s'il y en a qui ont des questions, faut pas hésiter. Si on s'est planté sur des faits historiques, voilà, là l'idée c'est surtout d'échanger autour du livre, autour du travail de l'autrice, autour du plaisir qu'on a pu avoir ou moins avoir par rapport à cette lecture. Voilà, c'est de la fouille, de la farfouille d'internet. Après, s'il y a des personnes qui sont plus calées sur les contextes et tout, bah faut surtout pas hésiter, ça peut être hyper riche. Passez-nous des messages sur Facebook, sur Instagram. On va avoir les pages qui, au moment où vous écoutez cet épisode, devraient être complètement lancées et actives. Vous pouvez également nous écrire à l'adresse plaid-bouquin@gmail.com. Plaid comme une couverture, T sans accent, bouquin au pluriel. C'est cohérent avec le contenu, moi je trouve. Voilà. C'est parce qu'on a du plaid et du thé et du bouquin. Voilà. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous faire des recommandations de lecture. On serait extrêmement heureuse, je pense, je parle pour toi, mais t'es d'accord avec moi, Maëlie, ouais, que vous ayez aimé un bouquin ou que vous l'ayez détesté au contraire, on serait très intéressés par le fait de le lire et d'en parler ensemble. Carrément. Et bien sûr, abonnez-vous à tout, partout. Pour nous réentendre, nos douces voix, tout ça. C'est ça, nos bruits de personnes qui boivent du thé et tout. Nickel. Et merci beaucoup, et à très bientôt. À très bientôt.